cette année, nous avons le plaisir, et je le remercie vraiment, d'accueillir donc Monsieur Aurélien Perrin. Et Monsieur Aurélien Perrin, il va vous expliquer son parcours. C'est quelqu'un qui exerce dans une fonction qui est pas banale, puisqu'il est directeur de la communication de l'ASN. Voilà. À ses côtés, je remercie également l'un de ses camarades de promotion qui avait accepté d'être parrain de la promotion des terminales, donc Monsieur Serge Advenier, qui était en classe avec Monsieur Perrin à l'époque et qui avait accepté d'être le parrain de la promotion, donc il y a 2 ans. Et donc je le remercie d'avoir également donc accepté d'être présent aujourd'hui. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de demander à la personne qui accepte d'être le parrain de la promotion, de prendre un moment pour venir témoigner, répondre aux questions qu'on va lui poser concernant son parcours et puis ses souvenirs. C'est de leur demander de ne pas hésiter à nous donner le nom de camarades avec qui ils ont suivi leur scolarité ici. Et donc, M. Perrin nous a immédiatement parlé de Serge Advenier, mais Serge Advenier nous avait également parlé de M. Perrin en son temps. Donc, en fait, voilà. Et puis, on leur demande également de nous dire s'il y a des gens qu'ils souhaiteraient éventuellement revoir. Et donc là, vous avez 2 anciens responsables de l'institution qui ont eu des responsabilités durant de nombreuses années dans l'institution. Je remercie vraiment de tout cœur donc Madame Pilet. Madame Pilet, elle a été responsable des terminales à Sainte-Marie durant une dizaine d'années et elle a commencé en tant que responsable des terminales. Sa première année, c'était avec cette promotion. Il fallait avoir du courage. Voilà. Et enfin, un personnage qui a eu également un rôle très très important dans ce qu'est l'institution aujourd'hui. Cette institution, elle ne serait pas celle que vous connaissez si ce monsieur n'en avait pas eu les responsabilités pendant de longues années, c'est monsieur Daldin. Et monsieur Daldin, il a été responsable du lycée pendant de longues années. Et donc l'établissement dont on hérite aujourd'hui, en termes, je parle pas de locaux. Hein. Ce qui m'intéresse plus, c'est de parler de valeurs, d'esprit, dans lesquels il est important pour nous de continuer à accompagner les jeunes qui nous sont confiés. Et M. Daldin a une grande importance, voilà, parce que durant toutes ces années, il a tenu à faire en sorte que ces valeurs ne soient pas uniquement dans la pensée, mais en acte. Donc je remercie. Voilà, je vous remercie vivement d'avoir répondu à cette invitation. C'est des moments importants parce que je considère qu'on a des relais à passer. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, ce n'est pas des moments qu'on vit tous les jours. Et j'espère que l'un ou l'une d'entre vous acceptera, dans quelques années, d'être à la place de ces grands témoins afin de faire passer encore ces messages sur la façon dont on vit cette expérience de passage dans cette institution Sainte-Marie. Je remercie également donc, Madame Dugarret pour sa présence et vos enseignants donc, qui prennent du temps, Madame Pouly et Monsieur Fernandez, et qui sont présents parmi nous. Et enfin, je terminerai par remercier vos 3 camarades, avec Monsieur Friguerez, qui ont préparé ce temps, donc avec les questions qui seront posées à nos invités. Voyez, la personne qui également va être chargée de garder ce moment en mémoire s'appelle Grégoire Vernière. Grégoire Vernière est un professionnel dans le cadre
de la communication et puis des outils de communication liés à la vidéo numérique. Et Grégoire Vernière, c'est la personne à qui nous avons fait appel pour les films que vous pouvez avoir sur le site concernant le gymnase, concernant les valeurs maristes, je ne sais pas si c'est des films que vous avez vus, ou la charte graphique. Ils sont sur le site. Et Grégoire Vernière est également un ancien élève de Sainte-Marie. Il a fait son collège ici. Voilà. Je vais laisser la parole à vos camarades qui vont se présenter très très rapidement. Et puis ensuite, eh bien, on va lancer les opérations. Bonjour, je m'appelle Benoît Opteman en terminale 3 et j'ai 17 ans. Vous êtes là depuis combien de Je suis temps? arrivé en première, donc là j'attaque ma deuxième année. Donc, moi, bonjour, c'est David Boyer, je suis en terminale 3 et j'ai fait tout mon collège ici. Et je m'appelle Paul Pugin et je suis ici aussi depuis la 6e. Et voilà, je suis aussi en terminale 3 comme les camarades. Depuis combien de temps c'est ça? Ah oui, et du coup, depuis la 6e, donc là ça va faire 7 ans que je suis là. Alors déjà, je vous remercie tous pour votre venue. Monsieur, vous êtes notre parent pour cette année. Donc déjà, je voudrais vous poser la question, déjà que vous nous racontiez brièvement votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à votre poste que vous avez aujourd'hui. En ce micro ou celui-ci suffit? Peut-être. Ouais. Allez, je prends celui-là. Très bonne question pour commencer. Bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'être parmi vous. Alors, je ne sais pas s'il faut que je dise grâce ou à cause de Serge. On va dire grâce à Serge, qui m'a proposé de devenir le parrain de votre promotion. Au début, j'ai cru que c'était sous forme de boutade. Et puis en fait, non, parce que Serge est plutôt tendance blagueur. Donc, finalement, je l'ai cru, j'ai dit oui, et je suis ravi d'être là, et ravi d'associer à mon parcours de Sainte-Marie, qui a été finalement assez court. J'ai fait première et terminale. François Daldin, qui m'a accueilli en première à l'époque, où je venais du lycée de Chamalières, où ça se passait bien, mais pas plus. Donc, j'ai trouvé refuge ici. Et j'ai voulu associer aussi Madame Pilet, qui a fait sa première année avec les terminales, comme ça a été dit, avec nous, et qui a été notre deuxième maman à tous quand on était particulièrement interne, parce que Serge comme moi, on était interne. Et voilà, on trouvait refuge auprès d'elle, à la fois pour les bonnes et les mauvaises choses. François Daldin, il faisait un peu plus les gros yeux, donc on a un peu plus peur. Donc voilà, mon parcours à Sainte-Marie, moi je suis arrivé en première S. On était en salle j'étais en première S1 à l'époque. Je me rappelle à peu près de tout, du nom de mes profs qui m'ont tous marqué, Madame Pinto, Madame Ameille, Monsieur Belli, c'est toi qui l'avais, moi je l'avais. Madame Ébrard, beaucoup de profs. On était au rez-de-chaussée de ce bâtiment, ce qui m'a fait plaisir de revoir. Et si je dois garder un souvenir de cette première, où on arrive, on est interne, on vient d'ailleurs, on ne connaît pas forcément les gens, surtout la promo qu'on était, ça venait vraiment de partout. Il y en avait de la Nièvre, il y en avait de l'Allier. J'ai l'impression qu'on était un peu tous des repris de justesse, qui s'étaient retrouvés à Sainte-Marie. Moyennant encore, on a passé 2 années assez diaboliques. Et cette année de première, donc c'est s'adapter à la vie de l'internat déjà, et à un nouvel établissement. Et si je dois garder un souvenir, c'est le bruit de François Daldin avec ses chaussures et ses fers sur les pieds, qui traversait les couloirs du cloître en particulier avec ses clés. Et dès qu'on entendait les fers des chaussures et les clés, on savait qu'il fallait arrêter immédiatement toute connerie. Et je sais mais ça marchait, hein. Ça marchait. Et cette année de première, pour répondre à ce début de parcours, elle a été marquée dans notre vie collective. Encore une fois, je pense qu'on venait de beaucoup de secteurs différents. On ne se connaissait pas beaucoup au départ. Certains étaient là depuis plusieurs années, mais beaucoup sont arrivés en seconde, première, vraiment pour le lycée. Et il s'est créé une osmose, peut-être pas dans l'intelligence, hein,
mais il s'est créé une osmose assez forte entre nous tous, qui avait donné lieu à la création, dès la première année, d'une association un peu fantôme, hein, qui était non officielle, qui s'appelait la Bande du Cloître, avec un président, comme toute association, président qui devait être Edgar de l'Arminat, un trésorier et un secrétaire, et c'était une sorte d'association occulte qui a beaucoup rythmé notre début à Sainte-Marie, en cours et surtout hors des cours. Voilà, pour ce qui est de l'approche de Sainte-Marie. Mais du coup, peut-être que je me suis éloigné de votre question. Je continue. Je vais continuer sur la terminale. Une fois la première passée, entre la vie scolaire et la vie extrascolaire, on avait sous la chapelle un foyer. Je ne sais pas s'il existe toujours. Non. Le foyer sous la chapelle, il n'existe plus. Non, il n'existe plus. Donc nous, pour les internes, c'était le moment un peu magique. Quand on avait fini de manger, on allait au foyer, en dessous, dès qu'il faisait pas beau, pour des parties de baby-foot, de tarot. Canal+. Ah, il y avait Canal ? C'était le début de Canal+. Ah oui, c'est vrai. Regardez le top 50. Oui. Exact. Non, ça, on parle d'un temps... parce que on est dans les années 85-86 pour la première et 86-87 pour la terminale. Donc ça, c'était des vrais moments de convivialité et de partage qui étaient... Ah, coupure de micro. Ah, celui-là, c'est mieux. Qui étaient très importants dans notre vie quotidienne. Donc chaque soir, du lundi au jeudi, bon, ça faisait jamais que 3-4 soirs, mais on profitait de ces moments-là, qu'on agrémentait un petit peu d'autres moments festifs les mercredis après-midi, dans Rion, où on se promenait, où on faisait du culturel. Faire marcher le commerce. On faisait du culturel. On découvrait Rion, la ville, la tour de l'horloge, tout ça. Enfin, on a fait beaucoup de culturel. Ah si, tu connais bien Rion, toi, maintenant. Ah ben, hein. Quand je vous le dis qu'on faisait du culturel, vous ne nous écoutez pas. Vous ne nous croyez pas. Quelquefois très en forme. Ah, mais le culturel, ça met en forme. Le culturel, ça met en forme. Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Donc ça, c'est 2 années, ouais, vraiment merveilleuses dans le souvenir. Et même sur le moment, quoi. On a passé 2 années ici. Ou encore une fois, je ne sais pas si toutes les générations ont été comme ça dans leur passage à Sainte-Marie. Mais nous, on a réussi, je trouve, à créer quelque chose. J'en ai que des bons souvenirs, beaucoup de souvenirs. J'ai créé des amitiés pour la vie. Voilà, Serge et beaucoup d'autres en sont encore les témoins. Je suis resté en contact avec des copains de Sainte-Marie, avec des dizaines qu'on voit, qu'on revoit pas, hein, mais avec qui on est en contact, avec qui il est facile de s'appeler et d'avoir toujours une anecdote, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très important, et ça apprend aussi une forme de vie en communauté, alors qui est exacerbée par le côté internat, qui est marquante pour la vie et qui donne une approche et de la relation humaine qui est très forte. Voilà pour ce qui est de... Et accessoirement, ça m'a donné le bac. C'était plutôt... Si, je l'ai eu. Vous y croyez pas, d'ailleurs. Je me rappelle, alors, anecdote, elle me revient. Je me rappelle l'anecdote du bac à l'époque. Quand il y avait les résultats du bac, ils étaient affichés à Clermont, dans l'avenue Carnot. Là, on trouvait sur un tableau entre Jeanne et Blaise. Et donc, on avait tous regardé sur le tableau si on était admis, mention. Enfin, mention, il n'y en avait pas trop à l'époque. Ici, on n'en avait pas eu trop non plus. Bref. Et donc, je vois ce résultat du bac et je vois mon nom admis. Ouais, ce qui était déjà un gros pari pour moi. Je m'étais mis en filière scientifique. Bon, je ne suis pas très scientifique, vous verrez avec mon parcours par ailleurs. Mais bon, filière scientifique, j'étais nul en maths, nul en physique. Bon, et je vois admis, donc bon, hyper content parce que ouais, j'ai un peu de doute quand même. Et je remonte cette avenue Carnot. Je me rappelle, il y avait Paul Delors, Céline, il y avait... Et je croise François Daldin à l'angle de la rue et je lui dis, bah alors François, je laisse bac. Et lui avait mes notes. Il me dit, tu verrais tes notes, tu ferais pas autant de malin. Oh, ça m'a coupé la soirée. Bon, pas complètement, parce qu'après on est... Non. Mais, et il fallait 230 points pour le bac. J'en avais eu 231. J'avais de la marge. 10,04. Eh oui, voilà. Et voilà. Donc voilà comment s'est conclue Sainte-Marie avec des expériences de vie merveilleuses, des souvenirs merveilleux. Et je me remémorais en arrivant, là, en me garant sur le parking,
notre salle de classe de terminale qui donnait sur la rue, le nom de tous les profs. Ah oui, tiens, en parlant de Madame Ameille, j'avais fait un voyage en montgolfière. Je ne me rappelais pas de ça. Pour les 100 ans de Sainte-Marie. Où sur 900 élèves, tirage au sort pour partir en montgolfière derrière. Et ça tombe sur moi, 1 sur 900. Bon, j'aurais peut-être dû jouer au loto ce jour-là. Et je suis monté avec Madame Ameille, professeure d'anglais, qui avait une trouille dans cette montgolfière. Ah oui, qui m'a agrippé comme ça. Pardon. On descend bientôt, Aurélien. Ouais, je sais pas, c'est pas moi qui conduis, quoi. Et bon, donc plein de souvenirs. Oui, la corde n'avait pas été coupée, on était quand même attachés. Hein. Ah bon? C'était, oui. C'était sur le terrain de foot, tu te rappelles de ça? Tant mieux. Voilà, pour faire court, sur le parcours de Sainte-Marie, j'ai été court mais long, en fait. Peut-être vous avez d'autres questions. Alors, je vois que vous parlez de Sainte-Marie en très bon terme, j'ai l'impression, jusqu'ici, enfin, de manière que vous avez laissé de très bons souvenirs. Est-ce que vous diriez que Sainte-Marie vous a laissé une sorte d'impression claire, enfin une sorte de sentiment, quelque chose dont vous pourriez qualifier Sainte-Marie, parce que vous avez dû le voir déjà en arrivant, mais Sainte-Marie, ça a quand même beaucoup changé depuis votre époque, je pense. Est-ce que vous avez... Si, il faut le dire, j'ai pas dit mon âge, hein, mais je suis plus près de... Non, en fait, je sais jamais mon âge. Je sais que je suis né en 69, mais comme mon âge, ça change tous les ans, je me rappelle jamais après. 26. Ah, donc est-ce que vous avez quelque chose, comment vous pourriez qualifier Sainte-Marie, déjà dans les années 85? Alors, on vient c'est ce qu'a fait Cesbaudir avec Serge en voyant un écran dans les cloîtres. Mais ça, un écran digital dans les cloîtres, ça c'est un truc, ça n'existait pas, ça c'était pas possible. Donc on était effectivement dans un autre temps. Je vous parle d'un autre temps, et je vais parler comme un vieux con, hein. Un autre temps où il n'y avait pas de portable, où il n'y avait pas de digital, où il n'y avait pas. Donc forcément, totalement incomparable. Mais finalement, quand je suis rentré tout à l'heure, ça faisait un moment que j'étais pas venu. J'étais venu il y a 10-15 ans, quand mes enfants sont passés par ici pour une partie de leur collège. J'étais venu, mais je n'étais pas venu dans le même état d'esprit. Et quand je suis rentré tout à l'heure, finalement, je me suis dit que beaucoup de choses avaient changé, mais que rien n'avait changé, quoi. Quand on rentre dans ce cloître, qu'on a parlé avec Serge de la bande du cloître, ouais, j'y étais, quoi. J'y étais, donc ça a forcément laissé une marque dans ma vie. Ça a laissé une marque de souvenirs, de bons souvenirs, moins bons, mais de souvenirs de plein de choses. Ça a changé forcément, mais cette empreinte, elle est totalement indélébile et elle est d'autant plus avec les amitiés qui en ont découlé et qui existent toujours. Et ça, c'est rattaché à Sainte-Marie. Pensez-vous qu'avoir été élève à Sainte-Marie vous a été bénéfique pour votre parcours professionnel ou même personnel? Est-ce que le fait d'avoir été à Sainte-Marie vous a aidé par rapport à d'autres personnes que vous avez côtoyées pendant vos études? Je ne sais pas si j'avais été ailleurs, est-ce que ça aurait été mieux, moins bien? J'en sais rien. Après, ailleurs, il n'y a pas grand monde qui me voulait à l'époque. Donc déjà, je dois être reconnaissant à Sainte-Marie de m'avoir accepté. Est-ce que ça aurait été mieux ou moins bien? Honnêtement, je ne sais pas. Ça aurait été forcément différent. Ça aurait été forcément différent parce que je n'aurais pas croisé les mêmes gens, parce que je n'aurais pas eu la même expérience d'internat, parce que j'aurais pas eu la vie que j'ai connue à Rion, parce que en fait, je crois pas au hasard des choses, mais toute chose en conditionne une autre au bout d'un moment. Et ben, comme par hasard, auquel je ne crois pas, j'ai vécu à Rion, je me suis marié avec quelqu'un dans une première vie à Rion, j'ai habité ici, voilà, tout ça, ça conditionne une vie, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, de toute façon, ça conditionne une vie. Donc autant en prendre les bons côtés, et j'avoue qu'ici, j'ai plutôt que des bons côtés. Et tu peux parler, Serge. T'as peut-être des trucs à dire, hein? C'est pas mon année. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai déjà tout dit. T'as déjà tout dit? Oui, mais ils savent pas, eux. Non. Donc, quand vous étiez à notre classe en terminale, à quoi pensiez-vous quand vous vous projetiez dans le futur? Pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Ouais, bonne réponse. Ouais, donc, pas grand-chose, non.
On était plus insouciants. Ouais, je pense. Franchement. Je pense qu'on avait une plus grande insouciance. On avait moins d'informations, déjà. Ouais, moins de stress, moins d'informations. Moi, j'étais parti. Ma mère avait décidé que je ferais un bac scientifique parce que avec le bac scientifique, on arrivait à tout. Bon, j'ai dit, je vais faire un bac scientifique, mais je savais pas où j'allais du tout. Et pour de mémoire, j'ai eu, je pense, 6 en physique, 8 en bio. Enfin, moi, j'étais pas scientifique, quoi. Encore que j'aurais bien fait médecine derrière, mais bon, bref. Donc, on pensait pas à grand-chose, en fait. On vivait assez le moment présent. On était beaucoup dans l'échange et le partage. On suivait nos copains, souvent. Ouais. Ouais. Ils allaient en fac, on se disait, tiens. Ouais, tiens, ce sera sympa. Et puis, en revanche, on avait conscience, je pense, qu'il y a un moment, il faudrait s'y mettre, quoi. Alors, bon, on s'y mettait pas toujours au même moment, quoi. Mais dans la génération, moi, qu'on a eue, et on a gardé, Serge et moi, beaucoup de contacts avec tout le monde, je pense qu'on nous aurait vus à l'époque. Je suis pas sûr qu'on donnait cher de ce qu'on allait faire derrière, quoi. Parce que, honnêtement, on savait pas bien où on allait, quoi. Et heureusement qu'il n'y avait pas Parcoursup. Ah ben ça, il n'y avait pas de Parcoursup, il n'y avait pas de... déjà à l'époque, le bac était... Enfin, fallait Oui. aller le chercher, entre guillemets, quoi. Mais enfin, Fallait être bon. fallait avoir fait le minimum, c'était pas cadeau, quoi. Fallait être bon, d'ailleurs. T'en sais quelque chose? 2 fois. T'en sais quelque chose? Ouais, il y en a pas mal de fois, hein. Oui. Ouais, bon. Donc, ouais, je pense qu'il y avait une forme d'insouciance qui est peut-être pas présente chez vous, qui est peut-être plus... Vous êtes sans doute, peut-être à titre personnel, mais dans un monde plus angoissant, entre guillemets, et plus oppressant. Nous, on avait quand même cette forme de liberté, quoi. On avait une autorité qui était claire de la part des instances ici, et on se l'est souvent dit, hein, on a parfois été très très cons, mais jamais méchants et toujours respectueux, je pense. On pourrait peut-être nous contredire, mais voilà, il y a un moment, il nous est arrivé de pousser le bouchon loin, très loin, trop loin. Une fois que la sanction tombait, ou qu'il y avait représailles, ou qu'il y avait... On savait aussi baisser les yeux et dire, oui, amende honorable. Donc, au-delà de ça, il y avait cette éducation qui nous régulait. Et qui, sans doute, a largement contribué au fait que, derrière, on a pu se construire au moins sur ces choses-là. Après, il y en a qui sont partis faire de l'éco, il y en a qui sont partis en médecine, il y en a qui sont... Mais on avait quand même un socle commun. Et le socle commun, il était dans l'éducation, ouais, et dans la connerie quand même. Ouais, dans les deux, quoi. Mais ça faisait un bon équilibre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, je vous entends parler de votre parcours scolaire et de vos notes au Ouais. bac scientifique, du coup. Ouais. Mais quand on regarde votre parcours aujourd'hui, vous étiez directeur de la com de l'ASM de 2016 à 2024. L'année dernière, vous avez changé pour être dans les relations institutionnelles. Comment vous pensez que ça s'est développé tout ça et comment vous pensez que vous en êtes arrivé là? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous pensez que vous auriez plus dû rester dans le scientifique? Est-ce que vous pensez que c'était le bon choix? Est-ce que vous changerez quelque chose? Alors changer, déjà, c'est trop difficile de revenir en arrière. Effectivement, les notes au bac, et je ne sais pas pourquoi, hein, je me rappelle de toutes mes notes. Je peux vous dire que j'ai eu 6 en physique, 8 en philo avec Madame Darmé, 8 en bio, 10 en maths, ce qui était inespéré. Et Brard m'a dit, jamais tu auras 10. 10 en maths, 12 et 13 en français, écrit et oral, 12 en histoire, et j'ai eu mon bac avec les langues, où j'ai eu 19 en espagnol et 18 en anglais. Et donc voilà, donc c'est un bac scientifique avec l'espagnol, parce que ma mère était pro d'espagnol, j'ai vécu en Espagne, donc quand je suis arrivé à l'oral en espagnol, elle m'a mis 19, en plus la prof qui m'interrogeait, c'était une élève de ma mère. Donc ça a dû arranger les choses. Et donc voilà, j'ai eu un bac scientifique avec des langues. Donc du coup, par rapport au parcours qui m'a amené jusqu'à ce que je sois à l'ASM, j'ai eu une hésitation, effectivement, j'aurais voulu faire médecine, mais comme disait Serge, hein, c'était pour suivre des copains, c'était pour suivre mon cousin, parce que... Puis ça me plaisait bien, moi j'étais une famille de médecins, mais je crois que ma mère en avait décidé un peu autrement, et comme on n'arrêtait pas de se mettre sur le nez, j'ai dit oui, je vais faire autre chose.
Et donc, je suis parti faire une prépa à Sciences Po, à Paris. Donc là, on n'est plus trop dans le scientifique. Et quand je vous disais qu'à un moment, je pense que les uns et les autres, on était capables de se mettre au boulot, je suis arrivé en prépa à Paris, euh, où là, j'ai vraiment découvert le boulot, c'est-à-dire, c'était 10 à 12 heures par jour, rythme prépa, et ça pendant 1 an. Donc, on fait une grosse année. J'avais trouvé un copain de Clermont que j'avais connu au lycée de Chamalières. On avait fait une coloc. Déjà, à l'époque, on était révolutionnaires, le coloc à Paris. Et donc là, on a vraiment bossé vraiment comme des chiens. Euh, Tout ça pour qu'à l'issue de cette année de prépa, l'Institut de sciences politiques de Paris change de concours d'accès. Il ne voulait plus des prépas, en fait. Il ne voulait plus des prépas privés. Nous, on venait d'une prépa privée qui, effectivement, alimentait beaucoup l'école de Sciences Po. Ils n'en voulaient plus. Bon, après, ils avaient peut-être raison de ne pas avoir toujours le même profil qui vient de prépa. Donc on s'est fait dégager assez fortement. Je crois que IPSUP à l'époque, qui faisait 2 tiers des effectifs de Sciences Po, était passé de 2 tiers à 10%, quoi. Donc on s'était fait ramasser avec tout ça. Et je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et dans mes études Sciences Po, de prépa, j'avais bien aimé l'histoire. Je me dis, bon, de toute façon, je m'étais inscrit en fac en me disant, au cas où, il faut quand même que j'ai une solution de repli si j'ai pas Sciences Po. Et donc j'ai fait une fac d'histoire à la Sorbonne. Où au moins sur les 2-3 premières années, je n'ai pas trop travaillé. Après, la prépa nous avait appris une méthode de travail, une capacité à travailler qui était vraiment différente. Et où je me suis aperçu qu'en travaillant 1 mois avant les examens, ça fonctionnait pour les petits niveaux de fac. Donc j'ai fait cette fac, à l'époque le DEUG, la licence, une maîtrise, et ensuite j'ai fait un 3e cycle, un DEA que j'ai fait. C'était un peu ma vengeance personnelle, que j'ai fait à Sciences Po. J'ai fait un 3e cycle, Sciences Po Histoire, et donc j'ai terminé avec cette formation très généraliste, où finalement, dans mes études, parce que j'ai fait aussi un DESS de gestion de patrimoine culturel, j'ai réussi, au-delà de l'histoire, en fait, et c'est ce que j'aimais bien, le côté généraliste, à travailler un peu sur le droit, un peu sur l'éco, un peu sur la culture générale, un peu sur les statistiques, les maths, parce que en venant d'une partie scientifique, ça me parlait assez facilement. Donc j'ai vu un panel de plein de choses différentes, et j'ai été du coup très généraliste dans ma formation, après avoir été vaguement scientifique, mais vraiment vaguement. Autant on a un copain comme Julien Jeunesse qui lui, qui était dans ma classe à l'époque et qui était président des anciens ici, lui à 10 ans, un peu comme ma fille, avait dit « moi je serai médecin, ou rien ». Bon, il est gastro-entérologue, il est médecin. Ma fille m'a dit pareil, je serai médecin, elle est en train de finir médecine. Donc voilà, eux, ils avaient cette vocation, ils avaient cette culture scientifique, cette envie. Bon, nous, moi, j'avais pas d'envie, je pense que certes, on n'avait pas non plus. On était moins, je pense que les gens qui avaient une vocation à notre époque, il n'y en avait pas beaucoup. Non, très peu. On avançait au fil de l'eau, quoi. Et donc moi, j'ai continué dans ce côté très généraliste, en touchant à tout, ce qui m'a plu, en faisant plein de choses. Alors, des stages de journalisme à droite, à gauche, etc. Et quand j'ai fini mes études, c'était en 95, j'ai souvenir, et ça m'a suivi toute ma vie, cette réflexion. J'ai souvenir d'un entretien, j'avais fait des lettres de candidature spontanée avec tout mon CV, machin, dont une, alors aucune réponse, très peu, dont une à la Fondation Cartier, à Paris, puisque j'avais travaillé dans le domaine culturel aussi. Enfin, j'ai fait gestion de patrimoine culturel. Et donc, à ma grande surprise, j'ai un coup de fil un jour d'une personne qui me dit, voilà, la directrice de la Fondation Cartier voudrait vous rencontrer. Je me dis, oh, super. Hein, il me donne la plus belle cravate marsupilami. Là, à l'époque, on avait des très belles cravates. Et donc, je vais à mon entretien, mon premier entretien, quoi. Premier entretien, et je dis, donc, je suis accueilli par une dame, directeur de la Fondation Cartier, je ne sais pas pourquoi, je m'étais imaginé quelqu'un de 70 ans. Non, elle avait 30 ans. Elle avait 30 ans, j'en avais 25, quoi. Ah, puis, elle était très jolie. Et donc, elle me dit, je suis content de vous rencontrer. Je me dis, oh, c'est super. On va peut-être trouver du boulot, ça serait bien pour commencer. Voilà, dans son bureau, et elle me dit, au bout de 10 secondes d'entretien, elle me dit, bon, je vous préviens, j'ai pas de boulot pour vous. Hein. Ah, effectivement, pour un entretien d'embauche, d'accord, ok, très bien. Elle me dit, par contre, j'ai trouvé votre CV vachement intéressant. Ah bon? Et ça revient à votre question, je ne l'ai pas oublié.
Je dis, ah bon, il est si intéressant que ça, parce que moi, je me posais la question, après ces 5-6 ans d'études, me dire, mais finalement, qu'est-ce que je sais faire de mes 10 doigts, quoi. J'avais pas envie d'être prof d'histoire. L'histoire m'intéressait et m'intéresse toujours, mais j'avais pas envie d'être prof d'histoire. Journalisme, oui, bon, mais voilà, j'avais une sorte de perte de confiance, en fait, de se dire, mais c'est quoi mon métier? Si à la limite, j'avais fait un BEP chauffagiste, je peux dire, ben, je sais réparer les chauffages. Moi, je me retrouvais avec l'impression de pas savoir faire, en fait. D'avoir cette formation généraliste. Et je prenais ça presque comme un handicap. Et donc, on discute. Elle me dit, ouais, vous commencez par un parcours scientifique, après vous allez faire de l'histoire, après vous revenez sur du patrimoine culturel, vous passez par Sciences Po. Ouais, je dis, oui, oui. Elle me dit, c'est parce que quoi, vous cherchez ou... Ouais, je dis, non, mais ça m'intéresse. Puis il y a des trucs comme ça. Et à la fin de l'entretien, elle me dit, et ça m'a toujours suivi, elle me dit, en fait, vous avez une spécialité. Ah, putain, super. J'ai une spécialité, je ne savais pas. Elle me dit, vous êtes généraliste. Eh bien, continuez à être généraliste toute votre vie et vous trouverez votre place. Alors, sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est une belle pirouette quand même pour finir l'entretien et puis me dire, bon, allez, file maintenant. Et cette phrase, je l'ai toujours gardée en tête. Je ne sais pas ce qu'est devenue cette directrice, parce que si j'avais l'occasion, je lui dirais. Et dans les métiers que j'ai faits, j'ai toujours eu cette idée que finalement la culture de base, de fond, qui part de l'éducation basique des parents, de l'école, de tout ce qu'on peut apprendre et de toutes les expériences qu'on peut avoir, finalement tout ça, ça s'accumule. C'est pas un truc que j'ai fait, ça me sert à rien. Non, ça sert pas à rien. Tout ça, ça fait un parcours. Ça fait un parcours. Et le parcours, il s'est continué un peu comme ça. Je continue par rapport à ta question. Hein. C'est toujours le même fil. Il s'est poursuivi comme ça parce que j'ai postulé ensuite dans des collectivités locales au niveau des affaires culturelles. Parce que j'avais mon DESS de gestion de patrimoine culturel. Donc j'avais postulé au conseil régional entre autres, de Bourgogne. Réponse négative, classique. Et 2 mois après, il me rappelle. Il me dit, oh, on voudrait bien vous voir. Ah, très bien. J'arrive pour un entretien là-bas. Et j'avais en tête cette histoire des affaires culturelles de 3 mois avant. Et donc, ils me posent des questions, on commence à parler, etc. Je leur sors tout mon laïus sur la culture. Oh, la culture, c'est ma vie, j'adore la culture. Et puis, au bout d'un moment, ils disent, mais on vous a pas dit pourquoi on vous faisait venir ici? Ah, il dit non. Il y a 3 mois, j'avais postulé pour la culture. Ah non, en fait, on cherche quelqu'un pour travailler au cabinet du président. Ouais, voilà. Donc là, immédiatement, cabinet du président, ah bah, alors là, vous pouvez pas mieux tomber, c'est moi, quoi. C'est moi. Alors là, ah oui, alors là, vous avez votre homme, cabinet du président. Je savais pas comment ça fonctionnait, un cabinet du président. Je me suis dit, de toute façon, je m'adapterai toujours, hein, on verra bien, quoi. Et donc, il me rappelle, 15 jours, une semaine après, ok, c'est bon, ben on vous prend. Donc j'intègre le cabinet du président de la région de Bourgogne. Je me rappelle, c'était vers le 5-10 décembre. Donc il y avait une directrice de cabinet qui me dit, on est en période budgétaire, on va pas trop pouvoir s'occuper de vous. Mais bon, vous mettez dans ce bureau, vous aurez en charge toutes les affaires d'éducation. J'avais un bureau, mais un bureau de ministre. Hein, il faisait 40 mètres carrés, j'avais mon bureau. Et là, je passe effectivement qu'un jour, ils ne s'occupent pas de moi, hein, parce qu'ils étaient dans les affaires budgétaires. Ils me filent des rapports. Je ne comprenais rien à ce que je lisais. Je comprenais. Mais rien. Et juste avant Noël, je l'ai rentré à Clermont et je dis, je vais démissionner, comme ça, je ne sers à rien, quoi. Et juste avant de partir, la directrice de cabinet en question me dit, bon, là, on ne s'est pas trop occupé de vous. Prenez une semaine de vacances. J'ai attaqué 15 jours avant. Prenez une semaine de vacances entre Noël et le 1er de l'an, et puis à partir de janvier, on s'y met. Bon, je me suis dit, allez, je laisse ma chance au produit. Je suis revenu en janvier. Et puis là, ça s'est enclenché. Donc j'ai appris. Et apprendre, en fait, c'est se donner la capacité d'apprendre. J'ai appris et j'ai recollé à des choses que j'avais fait avant, des choses auxquelles j'avais réfléchi. Et donc j'ai fait 2 ans et demi comme ça. Après, dans la même lignée, j'ai basculé, mais là comme directeur de cabinet du président de la région Auvergne, qui à l'époque était Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, donc qui faisait son 3e mandat, avec qui on a fait, pendant ce mandat, Vulcania, la Grande Halle, le Zénith, etc. Donc ça, expérience très, très enrichissante, mais toujours généraliste, où finalement, de la communication, de l'écriture, du politique, il y a un peu de juridique, il y a un peu de tout, quoi. Et j'ai enclenché un cycle je sais pas si c'est un cycle naturel, tous les 6-7 ans,
de changer de métier, mais pas de manière volontaire. Je trouve que c'est comme ça. Et donc j'ai fait 7 ans en gros dans les collectivités publiques. Après la défaite des élections de 2004, donc ça c'est le rôle d'un directeur de cabinet. Quand le président saute, le directeur de cabinet il saute dans le quart d'heure. Donc bon, on connaît la règle, hein, c'est comme ça. Donc quitter le conseil régional. Et là avec les relations que j'avais tissées à ce moment-là et sous l'impulsion de l'ancien directeur de la communication de Michelin, qui avait besoin de quelqu'un pour travailler sur une grosse mission, j'ai créé ma société. Alors au début sur le lien entre le public et le privé, les collectivités, etc. Et puis qui, au fur et à mesure, par opportunité, par concours de circonstances, encore une fois, je ne crois pas au hasard, je crois au concours de circonstances, a basculé un peu sur l'événementiel, puis l'événementiel sportif, puis l'événementiel au sens très large, qui m'a amené à m'associer avec une autre personne où on a refait un musée historique, un musée du Montmouchet sur la Résistance. Ça m'a ramené à mes études d'histoire, où on a fait des choses pour Michelin, des grands événements, où on a organisé le championnat du monde de rugby des moins de 21 ans. Tiens, ça aussi, ça rebondira plus tard. Moi, j'avais joué au rugby quand j'étais gamin, mais bon, pas plus, quoi. Quand j'avais 10 ans, on m'aurait dit « Tu vas organiser le championnat du monde de rugby des moins de 21 ans Alors, dis non, quoi. Déjà, ça n'existait pas à cette époque, mais bon. Donc, voilà, une autre expérience généraliste sur plein de choses différentes, et qui là aussi a duré 6-7 ans. Et au bout de 6-7 ans, j'ai été contacté par... Enfin, j'avais contacté, là aussi par des facilités aussi familiales, la montagne longtemps avant. Ça s'était pas fait, et là ils m'ont recontacté en me disant en fait maintenant on aurait peut-être une place pour vous côté marketing, on a des choses qui changent. Moi j'ai jamais fait de marketing, hein. En tant que tel, dans mes études, j'avais pas fait de marketing. Bon, après le marketing on l'a appris un peu, donc je suis rentré à la montagne au market, où j'ai aussi appris autre chose, mais là aussi avec la capacité et l'envie d'apprendre. Et puis à la communication du groupe Centre France La Montagne, donc de l'ensemble du groupe, qui à l'époque c'était quoi, de 2000 salariés, sur l'ensemble des 12-13 départements au moins qui sont concernés. Et là aussi, je vous le donne en mille, j'ai fait 7 ans, je crois, j'ai dû faire 2010, 2016, 2017. Et là j'ai été contacté par l'ASM, qui changeait de président, qui voulait refaire son équipe, et qui m'a proposé d'intégrer l'ASM comme directeur de la communication. Donc, j'en viens à la fin du parcours. J'ai été donc directeur de la communication pendant 6-7 ans. Et depuis un an, nouvelle direction, nouvelle organisation du club, avec une façon de travailler qui est un petit peu différente. Et j'ai lâché la communication opérationnelle. Et maintenant, je suis sur tout ce qui est relations institutionnelles, tout le contact qu'il peut y avoir avec les collectivités, les politiques, mais aussi tous les dossiers transversaux qu'il y a à l'ASM dans la restructuration du club. J'ai été long, non? Non, c'était bien. S'il n'y a pas de bruit, c'est que vous dormez ou c'est quoi? Non? Ah d'accord. C'est une admiration. Pour une fois qu'on m'écoute, putain. L'admiration. Je dis ça à mes gamins. Alors, vu ce que vous nous dites, votre parcours il a l'air assez varié du coup, assez Oui. sinueux on va dire. Mais vu comme vous présentez, on dirait quand même qu'il y a certains liens qu'on ne verrait pas vraiment au premier abord, entre par exemple votre poste à Centre France, responsable communication, ou encore à l'ASN après quand vous avez évolué en directeur de com ou en relations institutionnelles. Donc, c'est pas votre parcours, au final, c'est pas vraiment une vocation, c'est plus une évolution. Enfin, je vais pas dire que c'est pas lié à un Très bien. parcours, mais c'était généraliste, comme vous l'avez dit. Est-ce que il y a un de ces métiers que vous auriez, un de ces domaines que vous avez vraiment préféré, ou vous vous disiez que ça, c'est vraiment quelque chose que vous aimiez, ou alors est-ce que c'était plus des opportunités qui vous ont mené à faire ces métiers-là? Voilà, est-ce que vous préférez vraiment quelque chose? Très bonne question avec une partie de la réponse. Comme vous l'avez compris, et comme on vous l'a dit avec Serge, on faisait partie des gens qui n'avaient pas de vocation. Bon, ça, on savait pas, enfin, vous pouvez avoir vaguement des envies.
en se disant je vais être riche, je vais gagner de l'argent, je vais être président de la République ou je vais être sportif de haut niveau. Bon, voilà, ça fait pas une carrière. Donc, on n'avait pas de vocation et ça a été de l'évolution. Effectivement, de l'évolution sur des métiers que je connaissais pas forcément. Mais je pense que le fil conducteur, et ça nous ramène pour le coup à Sainte-Marie, et ce qui a donné du sens à cette vie professionnelle, c'est la relation humaine. Les relations humaines. Puisque finalement, c'est de tout ça que découle la suite, quoi. Alors, dans ce cadre-là, il n'y a pas une des activités que j'ai eues que j'ai préférées aux autres. Elles ont toutes été, et c'est ce qui me va bien en fait, elles ont toutes été au bon endroit, au bon moment. Sans la première, j'aurais pas fait la deuxième. Sans la deuxième, j'aurais pas fait la troisième. Donc, j'ai pas de regret de me dire et si j'avais fait ça, est-ce que j'aurais fait toute ma vie? Non. Voilà. C'est des choses qui ont amené les choses. J'ai la chance, pour le coup, je trouve, d'avoir fait, même si encore une fois, ils sont pas totalement différents, mais d'avoir fait plein de métiers différents. Donc, d'avoir rencontré des gens différents, mais chaque expérience a alimenté l'autre. Et encore une fois, s'il n'y avait pas eu la première, il n'y aurait pas eu la deuxième. S'il n'y avait pas eu la deuxième, il n'y aurait pas eu la troisième. Aujourd'hui, je suis en charge des relations institutionnelles à l'ASM. Ça durera 1 an, 2 ans, 5 ans, 6, 7 ans peut-être. Après, il faudra quand même que je retrouve un petit bout de métier. Ouais, encore, je sais ça. Mais peut-être que ça se fera. Et si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. J'ai eu ce confort de vie. Alors, chaque changement de métier, honnêtement, c'est quand même un bon coup de pied au cul. Hein. Parce qu'on se dit, ouais, en fait, change de métier. Même si ils étaient un peu, il y a un fil conducteur, la notion de communication, d'échange, etc. Mais quand vous changez de métier comme ça, il y a d'abord l'enthousiasme de dire, ouais, super, je vais faire ça, tac, puis en plus je suis mieux payé, ouais, super, génial. Et puis il y a le premier jour. Mais putain, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? En fait, je ne saurais pas faire. Je ne saurais pas faire. Non, en fait, j'ai changé de métier, mais non, je ne vais pas y arriver. Moi, j'ai des souvenirs quand j'ai créé ma boîte. Alors, j'ai eu ce premier gros contrat avec Michelin, puis après, quand ça s'est arrêté, j'étais à la pépinière, j'avais loué des bureaux à la pépinière d'entreprise, et j'attendais toute la journée que le téléphone sonne. Je vérifiais si c'était bien raccroché. Ouais, non, personne n'appelle. Tac. Et il ne se passait rien. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Donc, j'avais un autre copain qui créait sa boîte, qui était passé par Sainte-Marie, d'ailleurs, David Chantelot. David Chantelot, chez qui je vais ce week-end d'ailleurs, vous voyez, par des amitiés, qui avait créé qui était en train de créer sa boîte lui aussi. Donc on a fait pendant 6 mois, on a animé les machines à café de la pépinière entreprise où ça s'est bien passé. Et ça ne faisait pas bien vivre. Et puis finalement, après les choses se sont enchaînées. Donc à chaque fois, c'est un vrai coup de pied au cul, mais c'est aussi la possibilité d'aller cranter, d'aller chercher autre chose, quoi. Et de se dire, bah, maintenant, j'y suis. Alors, ou je baisse les bras, et ben ça s'arrête, ou ben, je vais essayer de trouver des solutions. Et puis, si c'est pas la bonne, ben, on ira en chercher d'autres, quoi. Donc, voilà, chaque expérience a eu sa place à un moment. J'aurais pas pu faire les relations institutionnelles de l'ASM si j'étais pas passé avant par la politique ou si j'avais pas travaillé sur l'événementiel sportif. Donc, voilà, les choses se sont enchaînées, je sais pas si c'est de façon naturelle, mais de façon logique, en tout cas. Est-ce que vous pensez que tous les métiers que vous avez exercés sont réellement à la portée de tous, ou bien il faut avoir certaines qualités ou capacités? Est-ce que vous pensez qu'il suffit juste d'avoir la volonté et, comme vous l'avez dit, avoir la capacité d'apprendre? Il n'y a pas de compétences techniques initiales. Il n'y a pas de compétences techniques. Demandez-moi d'être menuisier, c'est non, quoi. Là, j'ai pas la compétence, quoi. Alors, ça peut s'acquérir, hein, ça peut se travailler, mais dans les métiers que j'ai faits, il n'y a pas de compétences techniques. Elles se sont créées au fur et à mesure. J'avais certainement une base que j'ai appris en prépa, la capacité de rédiger. Mais c'est des choses dont on ne se rend pas vraiment compte, en fait. Je m'étais fait une fois une réflexion sur un changement de métier et en me disant, finalement, je ne sais rien faire. Et je m'étais aperçu, enfin, c'est quelqu'un qui m'avait fait la remarque, je reçois un jour un coup de fil, il y avait quelqu'un dans mon bureau, et je gère le coup de fil, ça se gère, et la personne me dit, mais c'était qui
Bon, je ne sais pas qui c'était, avec qui je parlais, il s'est présenté, mais je ne le connais pas, etc. La façon dont j'ai géré le coup de fil, il me dit, mais en fait, tu ne savais pas qui c'était, tu as réussi à apporter une réponse, tu as géré le coup de fil, la personne est repartie contente. S'apercevoir qu'on sait juste gérer des moments comme ça, en fait, c'est surprenant. Parce qu'on dit, il ne faut pas avoir fait non plus bac plus téléphone, quoi. Mais c'est un relationnel qui se nourrit, qui s'apprend, qui se... Et Serge a dû l'apprendre lui aussi dans son métier. Au début, le premier contact, il n'est pas évident, c'est pas naturel. On ne sait pas comment on va le faire. Et donc, au fur et à mesure, les petites compétences s'empilent pour, au fur et à mesure, vous donner à la fois un bagage un peu complet et surtout, parce que c'est important dans ces évolutions, un peu de confiance. Parce que évoluer quand on n'est pas en confiance, c'est toujours plus difficile. Parce qu'on doute, si on fait quelque chose, on ne le fait pas jusqu'au bout, parce qu'on doute un peu, donc on ne va pas au bout, donc on le foire, donc on repère confiance. Voilà, il faut arriver à accumuler ces petits bouts d'expérience. Moi, encore une fois, hein, mes compétences, elles sont très généralistes. Je suis pas technicien de quoi que ce soit, je suis pas footballeur, je suis pas... Voilà. Elles se sont construites jour après jour, et elles se sont construites au-delà de la stricte sphère professionnelle. Elles se sont construites tous les jours avec les copains, avec le lycée, l'éducation. L'internat, L'internat, oui. la promiscuité de vivre avec Ouais. les uns, d'être obligé de supporter les uns, d'être de bonne humeur tout le temps, de se forcer. Je suis d'accord avec Serge, c'est l'internat, on était nous, en première terme, même si on était en chambre, mais on était une quarantaine, une bonne quarantaine. L'internat, c'est un accélérateur de particules, hein, parce que vivre en communauté quand on est en classe, bon, très bien, il y a le prof qui fait cours, on écoute, à la fin du cours, on se barre. Vivre en internat, c'est le matin au petit-déj, c'est se croiser dans la journée, c'est à midi, c'est le soir, La nuit. c'est la nuit, c'est un apprentissage, et ça fait partie, quand je vous disais au début, Sainte-Marie a contribué forcément à tout ça, ça en fait partie. Cet apprentissage de la vie en communauté, de la relation humaine, elle a forcément construit ma vie d'après. Alors, si j'avais pas eu ça, je dis pas que j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Je l'aurais certainement fait différemment de toute façon. Et toutes ces petites choses contribuent à construire en fait une personne, quoi. La personne que l'on est au final et qu'on continue de faire évoluer. Hein. Encore une fois, si je dois changer de métier, ouais, j'ai été marié, j'ai des enfants, ça aussi, ça a contribué à me faire évoluer. Toi, t'es vieux, t'as des petits-enfants. Ouais, ça se voit que t'es vieux quand même. Ah si, ça se voit. Là, il fait vachement plus vieux que moi quand même. En plus, t'es plus vieux, je crois. Oui, je suis plus. Ah, tu vois. T'avais redoublé 2 fois, toi. Non. Oh, la mauvaise foi du type. Donc voilà, c'est des petites choses en fait qui construisent le reste. Et les bouts d'expérience, il faut les prendre quand ils se présentent. J'ai toujours, je le dis souvent à mes enfants, considéré la vie comme une sorte de grande route là où au milieu il y a des ronds-points, comme quand vous allez à Clermont, il y a des ronds-points. Et quand vous avez des ronds-points que vous ne connaissez pas, il y a la première rue, il y a la deuxième rue, il y a la troisième rue. Bon. Laquelle on prend, quoi. Et Waze, il vous dit, oh, mais là c'est plus court, machin. Il y en a une qui est un peu en travaux. À un moment, vous allez faire le choix d'en prendre une des routes. Vous allez faire le choix. Alors, ou parce que Waze vous l'a dit, ou parce que vous dites, ouais, non, moi je le sens, c'est par là, parce que vous êtes instinctif. Non, non, c'est par là qu'il faut aller. Ou parce que les rues que vous avez vues, elles sont un peu pourries, vous dites, non, non, moi, j'ai une belle bagnole, je ne vais pas l'abîmer, je vais prendre le bitume super nickel. Mais à un moment, vous allez faire un choix. Il faut que vous soyez maître de vos choix. Et après, la seule chose, c'est d'assumer ces choix. Parce qu'ils peuvent être bons, ils peuvent être pas bons, mais de toute façon, ils seront bons si vous les assumez. Si à la fin, vous dites, bon, ok, bah super, j'ai fait une grosse connerie, quoi. Ok, je la ferai pas 2 fois. Mais j'ai fait une grosse connerie, je l'assume. Et la prochaine fois, quand j'arriverai au prochain rond-point, plutôt que de me dire, je vais prendre la route qui est nickel, qui me paraît super belle, ben peut-être que je prendrai le chemin qui est un peu plus tortueux, mais voilà. Et donc, tout ça pour essayer d'illustrer cette notion de
tout compte en fait dans une vie de Sainte-Marie, de l'internat qui accélère effectivement les choses. Moi, d'une prépa qui m'a boosté aussi intellectuellement parce que paradoxalement, malgré l'échec, elle m'a donné confiance. Je me suis dit, ah, en fait, je suis capable de bosser à fond, quoi. Donc ça a donné. Et de toutes ces choses-là, bah, on construit un petit peu plus, et surtout quand c'est du positif. Merci. Alors, du coup, par rapport à votre parcours, à les nombreuses choses que vous avez faites, autant dans les études que dans les métiers, ça n'avait pas l'air d'être forcément naturel. Premièrement, tout ce que vous avez fait, ça s'est fait comme ça s'est fait plutôt. Ça me fait penser à une beaucoup plus petite échelle, évidemment, mais aux élèves ou aux étudiants qui n'ont pas vraiment, aujourd'hui non plus, de vocation et qui ne savent pas vraiment où aller. Même si à l'époque, je ne sais pas si c'était plus un parcours type, il y avait plus de personnes qui étaient comme ça, moins de personnes comme ça. Comme vous le dites, c'était aussi, on suivait un peu les copains. Donc, est-ce que vous pensez déjà que c'est à peu près la même chose qu'à votre époque? Oui, non, mais assumé, hein. Pas de problème. Siècle dernier. C'est ça, millénaire dernier. Et si vous considérez que c'est relativement la même chose, est-ce que vous auriez une sorte de conseil ou quelque chose à dire aux étudiants du coup qui sont dans ce cas-là et qui aujourd'hui, même si on n'est pas vraiment dans le même système, que c'est plus ou moins encadré suivant les domaines, est-ce que vous auriez quelque chose à dire spécifiquement? Alors, des conseils, sûrement pas, parce que chacun doit mener sa vie comme il l'entend. Faire partager une expérience, oui, ça avec plaisir. Je pense que la différence à l'époque aussi, c'est que finalement le champ des possibles était beaucoup moins grand que pour vous. On dit que dans 10 ans, je crois que c'est ce que j'ai eu, dans 10 ans, il y aura 30% de métiers qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle, quoi. Nous, ça n'existait pas, ça. Enfin, à l'époque, on savait qu'on serait ou commerçant, ou médecin, ou Banquier. ou banquier. Voilà, c'était assez balisé, quoi. Et puis les voies d'accession, c'était un peu l'université, les écoles de commerce et médecine. En gros, c'était ça, quoi. Ça, ouais. Sinon on allait, c'est ceux qui étaient partis avant, en apprentissage, dans des métiers professionnels, etc. Donc je pense que l'époque est totalement différente. La seule chose qui, à mon avis, reste valable, c'est cette notion d'expérience. Prenez ce qu'il y a à apprendre. Prenez ce qu'il y a à apprendre. De bon, de moins bon, de compliqué, Augmenter sa zone de confort. Oui. Élargir la zone de confort, être capable à un moment, sans parler de se mettre en danger, mais Non, ouais. d'aller pousser un peu, quoi, d'aller pousser. Petit à petit. Ouais, là où on ne serait pas allé. Et nous, je pense, dans un monde, est-ce qu'il était plus simple, j'en sais rien. Moins angoissant. Ouais, On sans ne savait doute. pas, parce qu'on savait rien en fait. Ouais, en fait, c'est ça. était pas au On n'était pas courant. angoissé parce qu'on n'avait pas d'infos. Ouais. Donc, Voilà. voilà. Avec notre info de Sainte-Marie, c'est tout. Ouais, et puis on était bien, parce que, je fais une parenthèse, hein, Sainte-Marie avait aussi, et c'est beaucoup moins possible maintenant, mais c'était un peu un cocon protecteur, hein. Quand on était là, Il y avait papa, maman. ouais, il y avait papa, maman, et puis on était bien, quoi. En plus, c'était bien l'entretien, enfin, c'était tout bien, quoi. Oui. Non, c'était protecteur. On n'avait pas cette difficulté que vous pouvez peut-être ressentir dans l'immensité des choses qui vous sont ouvertes, quoi. Il y a quand même, honnêtement, il y a plein de métiers qui, nous, à notre époque, et je reprends ton expression, à notre époque, ça n'existait pas, quoi. Enfin, Même- c'était... Même géographiquement. Hein. Oui, même géographiquement, là. Enfin, là, oui, c'est Déjà, toi, bien sûr. d'aller à Paris, c'est Oui, déjà, voilà, ouais. énorme. Ouais, Nous, on c'est ça. restait à Clermont. Ouais, mais t'as raison. Lyon, T'as raison, Serge. maximum. Oui, t'as raison. Maintenant, vous partez dans le monde entier sans problème. Oui, tout à fait. Non, mais t'as raison, c'était une ouverture qu'on n'avait pas du tout. Moi, j'ai un fils qui a fait une école de commerce, il a fait 1 an en Norvège, il a fait 6 mois au Vietnam, il habite à Marseille. C'est Ouais, il a impensable. fait, voilà, ils ont voyagé à leur âge, comme moi à 40 ans, j'avais pas voyagé, quoi. Donc là, on était vraiment dans un autre monde. Ça veut pas dire que le fonctionnement humain n'est pas adapté, mais le contexte n'était pas le même. Et du coup, c'est assez difficilement comparable, quoi. Mais effectivement, Serge a raison, hein,
les plus téméraires d'Orion, ils allaient faire des études à Clermont. Après, à Paris, déjà, c'était des gens bizarres. Et puis à l'étranger, ça n'existe pas. Non, mais j'en ai. Dans notre génération, on n'a pas de potes qui sont allés faire des études à l'étranger. Hein. Aucun. Je crois pas. Nous, notre génération, C'est pas possible. Paris, mais c'était le plus loin, quoi. Ouais. Et voilà, Erasmus n'existait pas. Enfin, bon. Voilà, ces questions, vous avez à la fois, c'est positif, une multitude de choix. Et à la fois, je pense que c'est peut-être compliqué parce que face à cette multitude de choix, il y a un moment, il faut se positionner. Il faut se dire, mais, où est-ce que je veux aller? Moi, j'ai pas de vocation. On parlait de notre pote Julien Jeunesse. Il avait la vocation, vous voulez pas forcément. Où est-ce que je vais, quoi? Après, encore une fois, passer son bac, faire une expérience, bah, c'est pas la bonne. Bah, mais c'est pas la bonne, hein. Voilà, moi, Curieux, ouais. Ouais, il faut être curieux. Moi, j'ai un fils qui, après le bac, il voulait faire une école de design. Il dessine bien. Je sais pas d'où il tient ça, parce que ni son père, ni sa mère, enfin bon, il dessine bien, il adore ça. Faire du design, je lui dis, essaye de te faire d'abord, on est formaté, hein, pression sociale. Ouais, fais une école de commerce, comme ça te donnera une base un peu solide. Et puis après, tu verras, tu feras un master en design, tu feras. Ah, d'accord, ok. Il fait son école de commerce, il fait Catch Marseille, qui lui permet effectivement d'aller passer 1 an en Norvège, 6 mois au Vietnam. Bon, il fait son truc, bon an, mal an, il a son école de commerce, et il est revenu il y a 6 mois, là. Et je lui dis, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, alors, un master, ouais, il me dit, non, l'école de commerce, c'est bon, quoi, j'en ai bouffé, quoi. Il me dit, non, moi, je veux faire de la 3D, de l'animation 3D, c'est ce que j'aime, j'ai décidé, je vais faire de l'animation 3D. Ouais, super. C'est quoi? Ouais, il me dit, ça fait 3 ans, pendant mon école de commerce, j'ai craqué des logiciels et j'en ai fait. Je me dis, j'ai appris tout seul et ça me plaît bien. Et j'ai trouvé une école en ligne qui propose ça. Je dis, très bien. Je dis, par contre, tu n'es pas sans savoir que je ne suis pas un distributeur automatique d'argent et qu'à un moment, on avait dit, je paye l'école de commerce, mais après, tu te débrouilles. Il me dit, ouais, mais pas de souci, je fais un emprunt. Il fait son emprunt étudiant et il a attaqué son école de design en ligne, là, enfin de 3D. Il fait des trucs mais qui m'hallucinent, quoi. Il a construit un petit robot là, qui s'anime. Enfin, bon, donc il aime ça, c'est clair. Et je dis, tu vas faire quoi de ça? Il me dit, bah, je sais pas, de toute façon, avec ça je trouverai du boulot, quoi. Et je reviens vers lui et je dis, mais au final, ton école de commerce, là, il me dit, ouais, c'était pas mal. En fait, ça m'a permis de voyager. Après, si, j'ai appris 2-3 trucs, très bien. Mais il retient l'expérience de vie qu'il a eue avec ça. Et cette expérience de vie, il l'a nourrie. Il l'a nourrie par des voyages à l'étranger, il l'a nourrie par une culture, il l'a nourrie par plein de choses. Et maintenant, il est parti pour s'éclater sur son truc. Donc, il ne renie pas le choix qu'on a un peu fait pour lui au début. Il a essayé d'en tirer le maximum. Et maintenant, il s'assume et il essaie de s'éclater dans ce qu'il veut faire. En se disant, et c'est là-dessus par contre que j'ai insisté auprès de lui, je dis, écoute, ne nie pas ce que tu as fait en école de commerce, parce que de toute façon, tu t'en rends pas compte, mais tu as appris plein de choses. Essaye de capitaliser, et tu verras que derrière, si avec tes compétences, pour le coup là c'est des compétences techniques, tu es capable d'aller te vendre à une agence de com, à des studios de cinéma, machin, tu verras que ta vision économique, etc., ressortira et tu diras, ah ouais, en fait, cette école de commerce, en fait, j'ai appris des trucs, quoi. Juste, il faut s'en servir, quoi. Et c'est un peu le principe de tout ça, de toutes ces expériences. Essayez d'en avoir, de vous en servir, alors bien, mal, mais de capitaliser sur tout ce qu'il y a à capitaliser du début à la fin, quoi. Je ne sais plus quelle était la question. Ça, c'est ma réponse. C'était ça. C'était ça, la question? Bah, merci pour vos réponses. Nous, pour notre part, je pense pas qu'on ait plus de questions à vous poser. Vos réponses étaient très complètes. Donc, on vous remercie pour vos réponses. On vous remercie vous aussi pour votre venue. On espère que ça vous aura fait plaisir de revenir à Sainte-Marie et peut-être de revisiter. Merci. Alors, un grand merci à Sainte-Marie d'abord, à vous d'avoir animé le débat, d'avoir été studieux. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Si vous avez 1 ou 2 questions encore, si vous voulez, si vous avez le temps, avec plaisir. Peut-être que Serge a des choses à vous dire aussi. En tout cas, pour ma part, j'ai passé un excellent moment. Je suis ravi d'être là. Et je reviendrai avec le prochain parrain que je retrouverai, je pense. Serge, tu veux dire un mot ?
Non, Tonton. J'avais tout dit, je suis ravi d'être là à nouveau. Et puis dire que vraiment, vous allez voir, je pense que Sainte-Marie était vraiment une très bonne école pour moi. Pourtant, j'en ai fait 8. C'est ma préférée. 8 8 Oh, avant le bac. oh, Et c'était vraiment celle que je solide, 8 écoles. Le guide du routard. Ouais, 8 écoles, non, ça, 8 écoles quand même, le gars, quoi. Non, c'est un masterclass quand même. 8 écoles. Oh, C'est ma préférée. bravo. Merci en tout cas de votre attention. Merci beaucoup. Merci à tous. Simplement garder, si cette tradition, moi, quand je l'ai découverte en arrivant à Sainte-Marie, j'ai tenu à la garder, c'est que à chaque fois, moi comme vous, je suis là à vivre ces temps-là, à chaque fois, j'ai trouvé qu'il y avait des choses à en retirer. Et donc, essayez de vous remémorer quand même un certain nombre de choses qui vous ont été dites aujourd'hui. Il y a quand même un message derrière. Même quand on n'a pas forcément d'idée précise au départ, et vous êtes jeune, eh bien, le message, il y a quand même un message d'espérance. Et dans les temps qui courent, où c'est pas forcément tous les jours évident, et on en a parlé d'ailleurs, on ne vit plus dans le même monde. Vous ne vivez pas aujourd'hui dans le monde que nous on vivait quand on était à votre place en terminale. Et même si, effectivement, il peut y avoir de la pression, de l'anxiété, gardez quand même au fond le message qui vous a été délivré aujourd'hui. Il y a l'idée du rond-point là, et des différentes voies. C'est pas parce qu'on ne prend pas la bonne voie tout de suite que demain, au prochain rond-point, on ne prendra pas la bonne. Il y a quand même l'idée de l'espérance. Et donc, si ça, c'est le message qu'on peut vous délivrer aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup à vous.